et éditrice féministe. Et donc je suis là aujourd'hui pour présenter un collectif de bande dessinée qui s'appelle En chemin à la rencontre et une exposition qui traite des violences faites aux femmes en France et dans le monde. On a abordé dans notre travail de BD collective et d'exposition environ une trentaine de sujets sous ce thème. C'est un travail qui a regroupé 70 auteurs. On a eu beaucoup d'auteurs de haut niveau, des gens qui nous ont prêté leur nom pour pouvoir être plus connus, c'est-à-dire pouvoir rentrer dans les librairies, que les libraires aient confiance et ouvrent les albums, parce que forcément, parler des violences faites aux femmes, c'est quand même pas super sexy. Le format BD parce que principalement je voulais m'adresser aux jeunes, alors en vérité ça s'adresse absolument à tous, et les lecteurs de BD sont justement principalement des garçons, et je m'étais dit qu'il était important que les garçons soient un peu au courant de ce qui se passe. Il y en a plein qui ont des gestes ou des propos dont ils ne se rendent même pas compte que ça peut blesser, voire pire, leur compagne ou leur fille ou leur copine à l'école, et les jeunes parce que c'est avec eux qu'on changera le monde. Aujourd'hui, j'ai animé la journée du colloque, toute la journée, le colloque Les Tables Rondes. Je suis Isabelle Thieleux, je suis avocate au barreau de Paris. Je suis intervenue aujourd'hui dans ce colloque parce que j'ai un parcours de travail auprès des femmes victimes de violences sexuelles avant d'entrer au barreau, et que par ailleurs je suis militante féministe et que je suis membre du collectif national pour les droits des femmes. Hélène Romano, docteur en psychopathologie, référente de la consultation de psychotraumatisme de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Je fais partie du collectif Adoption Terre Aminée et je suis auteure, documentariste. Je travaille sur le thème de l'adoption. Cette année, avec le collectif Adoption Terre Aminée, nous avons envoyé une lettre ouverte aux ministres concernés pour pointer les principaux problèmes liés à l'adoption, mais du point de vue des adoptés cette fois-ci. Cette année, nous allons publier nos résultats de recherche par rapport à tout ce qui est mémoire traumatique liée notamment à l'abandon, puisqu'avant une adoption, il y a un abandon. Donc je suis Isabelle Steyer, je suis avocate depuis 20 ans et je suis l'avocate de la Fédération nationale Solidarité Femmes, entre autres. Je m'occupe spécifiquement des violences faites aux femmes. Je suis Maudie Piot, présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Mais je ne suis pas que cela, je suis aussi psychanalyste. L'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir accueille des femmes en situation de handicap, quels que soient leurs symptômes. C'est pour vraiment lutter contre toute forme de discrimination et plus particulièrement la double discrimination que vivent les femmes en situation de handicap. Celle d'être femme, je pense que tout le monde est au courant que les femmes sont discriminées par rapport au sexe opposé. Et lorsqu'on est femme et handicapée, eh bien on vit une double discrimination. Marilyn Beldeg, déléguée générale de l'AVFT, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Maria Salmona, donc je suis psychiatre, je suis spécialisée dans la prise en charge des victimes de violences et je suis présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Mon intervention aujourd'hui avait pour trait la nécessaire formation des professionnels que je connais bien, les professionnels judiciaires et notamment des avocats, sur les questions des conséquences psychotraumatiques et sur les victimes de violences et notamment de violences sexuelles, parce qu'il y a un gros déficit encore pour le moment de connaissance des conséquences, de la réalité des violences sexuelles, des conséquences de la réalité du psychotrauma, des conséquences que ça a sur les victimes, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile pour les victimes de trouver un accompagnant judiciaire, un avocat, voilà, compétent, formé, outillé pour pouvoir l'accompagner dans le cadre d'une procédure pénale. S'il y a 36% de femmes valides qui vivent des violences, eh bien il y a 80% de femmes handicapées qui les subissent au quotidien. Les violences que vivent les femmes handicapées, c'est quelque chose de terrifiant et de terrible, parce que d'une part, elles n'ont pas d'interlocutrice ni d'interlocuteur, et que surtout, les médias ne croient pas possible qu'une femme en situation de handicap vive des violences. Alors les violences, elles sont conjugales, elles sont familiales, elles sont institutionnelles, et elles se vivent également au travail. La réaction de nos concitoyens, très souvent, quand je parle de ces violences, c'est me dire, mais écoutez madame, ce n'est pas possible. Déjà quand on est handicapé, c'est très lourd. Donc on ne va pas redoubler
la discrimination ou le handicap par des violences. Êtes-vous sûr de ce que vous racontez ? C'est un thème général, c'est un terme de santé publique, c'est un thème transversal qui doit intéresser de multiples professions, toutes les professions qui touchent au social, au judiciaire, au médical et à toutes les professions amenant à la gestion de femmes. Il faut connaître ce phénomène-là, l'institution de ce phénomène-là, comment s'en sortir pour que lorsque on est confronté professionnellement à une femme qui subit ces faits-là, on puisse l'aider, déverrouiller, la sortir de ce système de pensée, de ce système de réactivité sociale qui est très pervers et qui va faire d'elle constamment une nouvelle victime ou qui va tout le temps la ramener à cet acte constamment dans sa vie. On l'a vu dans le témoignage de la victime du médecin d'ailleurs. Alors aujourd'hui, le cœur de mon intervention visait à mettre en cause les médecins qui ne sont pas seulement pas en tant que soignants, mais en tant qu'auteurs de violences. En déclinant les outils qu'ils ont à leur disposition pour commettre ces violences, que ce soit des expertises ultra-violentes faites sur des victimes de violences sexuelles, les internements abusifs qui permettent de clouer le bec des victimes, de les faire taire, ou carrément les violences sexuelles qu'ils peuvent eux-mêmes commettre sur leurs patientes. En fait, l'enjeu, c'était vraiment de faire prendre conscience de la réalité de la prise en charge des victimes de violences. Enfin, le fait que vraiment il y a un manque énorme, que c'est un véritable scandale de santé publique, et que même non seulement il y a un manque de prise en charge, il y a un abandon des victimes, une non-reconnaissance de l'impact traumatique de ce qu'elles ont subi, mais qu'en plus il y a même une maltraitance souvent dans les soins qui leur sont apportés, qui sont faits par des professionnels qui ne sont pas formés et qui peuvent être culpabilisants, rejetants. Enfin, donc c'est pour vraiment essayer qu'il y ait une prise de conscience et de changer cette situation-là, qui est un véritable scandale. Dans mon intervention, j'ai rappelé qu'avant une adoption, il y a un abandon et qu'un abandon, c'est un traumatisme violent qui est plus ou moins bien géré d'une personne à l'autre. Et au-delà de ça, il n'y a pas que l'abandon, il y a aussi le déracinement, les différents deuils affectifs. Donc le problème, c'est qu'en France, il y a un déni total de tous ces traumatismes qui sont les conséquences normales d'une situation de violence anormale. J'ai découvert le travail d'Hélène Romano et vraiment c'était exceptionnel et voilà, j'ai beaucoup envie d'aller voir ce qu'elle a écrit et de l'inviter à d'autres occasions. Alors j'ai fait 2 présentations, une sur les bébés exposés aux maltraitances et une sur les soins aux victimes et la violence des soins. Ce qui m'a beaucoup plu ce matin, c'est la partie sur les oubliés, les grandes oubliées des violences sexuelles, parce qu'il y avait vraiment certains points dont j'avais idée, mais pas à ce point-là, notamment des violences sur les bébés. Donc au niveau des bébés, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de mieux reconnaître et mieux prendre en charge les bébés exposés aux traumatismes, que ce soit des traumatismes physiques, maltraitance sexuelle, que ce soit des négligences graves entraînant des séquelles importantes et qui témoignent d'une souffrance, en tout cas dans le lien aux parents. Il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est très difficile pour les professionnels de repérer et d'accepter qu'un bébé puisse être traumatisé. J'ai aussi apprécié l'intervention d'Hélène Romano sur les bébés, et c'est sûr que ce n'est pas parce qu'un être humain ne peut pas parler qu'il ne ressent rien, et y compris dans les situations où il est abandonné à la naissance et où il devient objet de convoitise et de transaction. Évidemment que ce type de maltraitance laisse des traces et je pense qu'il est vraiment urgent d'ouvrir les yeux et d'éviter au maximum ce type de situation. Et cet après-midi, les soins et la violence que peut constituer les soins et les agressions commises par les professionnels de santé, ça c'est aussi une réalité dont, à mon avis, on parle peu, dont on a peu conscience. Et je pense que c'était important de revenir là-dessus. Et cet après-midi, sur la prise en charge des victimes de violences, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de penser
le monde des victimes et d'accepter de faire des prises en charge qui s'ajustent en fait, de partir de ce que ressent la victime, de ne pas dénier ce qu'elle peut nous dire pour essayer de construire avec elle sa prise en charge en essayant de restaurer un sentiment d'appartenance, d'éviter la fausse réassurance et les déculpabilisations compassionnelles qui n'aident pas, mais de partir toujours de son ressenti, de son vécu pour essayer de l'aider petit à petit à dépasser justement ce statut de victime pour redevenir un sujet. Moi, ce qui m'a... Alors, du coup, c'est le colloque que j'ai organisé, mais ce qui a été vraiment important, c'est le fait qu'il y ait eu beaucoup de témoignages qui ont vraiment émaillé tout le colloque, qui ont permis de donner la parole à des victimes, de leur permettre de parler de ce qu'elles ont subi, de lutter contre cette loi du silence. Donc, c'est le fait qu'il y ait eu à la fois des spécialistes qui ont pu parler de tout de leur expérience, de tout ce qu'ils voulaient faire changer, mais aussi des personnes victimes qui ont pu témoigner ou des associations qui ont pu parler de leurs agressions. Ce que j'ai le plus aimé dans ce colloque, c'est l'interaction entre les professionnels et les victimes survivantes qui, elles aussi, ont une grande connaissance. Je pense que cette interaction de confiance est très très importante. Non seulement elle permet aux victimes de ne plus être réduites à des objets d'étude au service de la science, mais justement là, cette interaction de confiance permet un rétablissement véritable en redonnant leur pouvoir aux anciennes victimes. J'ai beaucoup aimé les expertises et les analyses des psys, puisque ça m'éclaire sur le fonctionnement à la fois des victimes, qui est toujours à expliciter auprès des magistrats et des jurés, et aussi les stratégies dans lesquelles elles se placent pour stratégie d'évitement, stratégie pour parler, stratégie pour continuer à vivre. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin pour nourrir ma réflexion et pour continuer à expliquer toujours auprès des nouveaux intervenants. Ce qui m'a le plus plu durant ce colloque, c'est les échanges de vérité qui se sont déroulés et également les expériences de vie qui nous ont permis de prendre conscience que les violences envers les femmes est une réalité auquel il faut absolument se mobiliser pour la combattre. Alors aujourd'hui, mais globalement, dans ce type de manifestation, je pense au colloque qui avait été organisé déjà par l'association Mémoire Traumatique en 2010, c'est le seul endroit où on ne tourne pas autour du pot, où on appelle un chat, où on n'édulcore pas la réalité, où on parle vraiment des violences dont les femmes sont victimes, où on donne la parole aux victimes, où on est loin d'un discours institutionnel convenu sur la question. J'ai eu l'occasion d'entendre des mères de famille me téléphoner pour me dire « Madame, ma fille est handicapée, elle a 12 ans, je n'arrive pas à boucler mon mois, de toute façon ma fille est laide, elle est moche, elle est handicapée et mon voisin du dessus me propose que je la lui loue 3 après-midi par semaine. » L'urgence, c'est soigner les victimes. Tout comme l'accès aux droits, la priorité pour moi c'est l'accès aux soins pour les personnes victimes de violences sexuelles. Je l'ai dit aujourd'hui dans le cadre de ce colloque, pour moi je n'envisage pas d'avoir une cliente victime dans le cadre d'une procédure judiciaire qui n'ait pas de soutien, alors ou un soutien associatif, mais bon je pense que ça peut être complémentaire d'un soutien thérapeutique parce que c'est vraiment essentiel pour traverser ces périodes-là. Déjà pour prendre en charge la personne dans le cadre de soins parce que c'est juste nécessaire, et en plus pour l'aider à traverser toute cette période de procédure judiciaire qui est quand même extrêmement difficile. Des lieux accessibles pour les femmes handicapées, c'est ça mon urgence. Une urgence, accepter que les victimes puissent survivre, avoir survécu. C'est le fait de ne pas les penser comme étant quelque part co-auteurs de la violence qu'elles subissent, puisque c'est trop souvent, en tous les cas, le regard judiciaire auquel on est confronté. On renvoie toujours la victime à sa propre participation ou à sa propre carence à dire ou à sa propre faute ou à sa propre incapacité. Et donc c'est cela qu'il faut éviter et qu'il faut éradiquer de notre champ de pensée. Alors l'urgence absolue, c'est vraiment cette reconnaissance de la réalité des violences que subissent les personnes
et de n'oublier aucune victime et d'arrêter de les abandonner, d'arrêter de les maltraiter, d'être solidaire avec les victimes, de les soigner, de former les professionnels, de changer vraiment cette vision qu'on a de la violence, de cette tolérance qu'on a vis-à-vis de la violence et de l'abandon qui est imposé aux victimes, de la loi du silence, du déni, enfin ça va modifier tout ça. L'urgence, j'en vois deux. La première, c'est que les personnes, qu'elles soient adultes ou enfants, qui ont été abandonnées, donc ces personnes qui ont été abandonnées et qui en ressentent le besoin, puissent avoir accès à des soins gratuits par des professionnels formés en traumatologie, psychiatrique bien sûr. L'autre urgence, c'est de reconnaître que l'accès à ses origines biologiques est aussi un élément de construction identitaire. On appelle ça le droit à l'identité biologique. Il devrait être reconnu pour tous les individus. Après, libre à chacun de consulter son dossier ou pas. Mais c'est un droit qui doit être reconnu dès aujourd'hui. L'urgence des politiques pénales de lutte contre les violences faites aux femmes, réformer le droit et qu'il y ait des consignes qui soient claires et précises et fermes et mobilisées avec une vraie volonté politique de poursuivre et condamner les auteurs de violences. Cette volonté politique aujourd'hui n'existe pas, en tout cas elle n'est pas traduite dans les tribunaux que nous avons l'habitude de fréquenter. On entend beaucoup parler de sensibilisation, de prévention des violences sexuelles. Alors certes c'est important, mais je pense que le tableau des violences sexuelles est tellement noir qu'aujourd'hui la seule réponse possible, en tout cas pas la seule mais du moins la plus urgente, c'est la sanction. Et aujourd'hui on n'a pas cette sanction. Je suis bluffée par votre présence nombreuse aujourd'hui. Muriel Salmona est une experte de ce sujet du traumatisme causé par les violences sur les victimes depuis de nombreuses années et j'avoue que ses écrits, ses réflexions m'ont beaucoup inspirée dans la préparation du plan sur les violences faites aux femmes que nous allons rendre au public vendredi et un certain nombre de mesures que nous adoptons dans ce plan sont en effet en ligne directe avec ce qu'elle préconise depuis de nombreuses années et notamment la nécessité d'offrir aux femmes victimes de violences un suivi médical, psychologique sur un temps plus ou moins long en fonction évidemment des situations, mais une proposition systématique qui soit faite à ces victimes car on ne se relève pas aussi facilement que cela de violences qui parfois ont duré pendant des années, que ce soit des violences conjugales, des violences sexuelles. Le travail sur soi ne peut pas être fait tout seul ou rarement et donc il faut des professionnels pour l'accompagner. Donc non seulement nous prévoyons ce parcours de soins pour les femmes victimes de violences qui sera désormais systématiquement offert, mais surtout nous avançons sur la formation des professionnels pour qu'ils le fassent dans les meilleures conditions possibles. C'était l'objet de la réunion d'aujourd'hui, la formation des professionnels. Il y a la très grande majorité des étudiants, 95% d'entre eux, avaient besoin d'une formation sur les violences faites aux femmes et ils trouvaient que la formation actuelle était insuffisante. Et on remarque que dans leur stage hospitalier, ils sont à peu près 50% à avoir rencontré une fois ou plusieurs fois des victimes de violences physiques, de violences sexuelles, 1 sur 3. Personnellement, dans leur entourage, ils ont un grand nombre de personnes victimes de violences. 2 sur 3 ont des personnes victimes de violences physiques, 1 sur 3 de violences sexuelles. Et manifestement aussi eux-mêmes sont victimes de violences, 10% de violences sexuelles et 30% de violences physiques. Est-ce qu'ils ont été confrontés dans leur stage à des femmes victimes de violences? La réponse est à 75% oui. Est-ce qu'ils ont eu l'impression que les femmes étaient bien prises en charge? La réponse est à 75% non. Est-ce qu'ils souhaiteraient avoir une formation? La réponse est à 95% oui. Or, on sait que les femmes s'adressent souvent d'abord aux médecins. Si vous n'êtes pas bien formé, vous ne les accompagnez pas bien, vous ne détectez pas bien les violences qu'elles se refuseront à dénoncer d'elles-mêmes, vous ne comprenez pas bien les mécanismes d'emprise, les mécanismes de déni, les mécanismes de culpabilité. Et donc, former les médecins est pour nous un vrai enjeu de santé publique. Et donc, nous avons aujourd'hui fait la première formation pour les médecins
avec donc le docteur Muriel Salmona, entre autres. Et nous avons construit un cahier des charges de formation qui seront désormais délivrés systématiquement, puisque ce sera inscrit dans la loi égalité entre les femmes et les hommes, dans la formation initiale comme continue des médecins, mais aussi d'autres professionnels que sont les assistants sociaux, les policiers, les magistrats, les avocats. Donc seront délivrés automatiquement et contribueront à faire de tous ces professionnels qui croisent le chemin d'une femme victime de violence des professionnels aguerris en capacité d'apporter des réponses utiles et efficaces. La mauvaise prise en charge actuelle coûte 2,5 milliards. Et en fait, c'est de l'argent qui nous file entre les doigts, si j'ose dire ainsi, puisque l'essentiel, ce sont des frais justement des urgences médicales, des frais d'arrêt de travail, des frais de prison, des frais de justice. On voit bien que si on prend correctement en charge les personnes, et plus tôt, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Le serment d'Hippocrate faisait aux médecins l'obligation de ne pas pénétrer vraiment dans la sphère privée des couples. Mais ceci a changé depuis très longtemps pour les médecins, à vrai dire depuis la contraception, depuis les interruptions volontaires de grossesse. La société a évolué et maintenant le médecin est obligé de prendre en compte les soucis qui peuvent survenir dans les couples. Depuis 1979, je pose systématiquement les questions sur leurs antécédents pour savoir si elles ont été déjà victimes de violences. Et on s'aperçoit qu'elles répondent assez facilement et que c'est un grand soulagement pour elles d'être soignées avec la prise en compte des violences. Alors c'est vrai à la fois quand une dame ne peut pas prendre sa pilule, c'est-à-dire manger un comprimé tous les jours, alors qu'on a des rapports sexuels forcés, c'est pas acceptable. Et on comprend les oublis et les difficultés. Dans les avortements, où 23% des avortements ont comme cause des violences. Alors c'est vrai qu'on va faire poser des questions aux pédiatres pour qu'on pose la question quand on accueille un bébé à nouveau-né de ses parents, sont-ils violents, comment ils ont été élevés, est-ce qu'ils ont envie de reproduire ces violences. Et puis je pense que tous les professionnels doivent être formés, évidemment les dentistes et les stomatos, parce que forcer une femme à ouvrir la bouche, si elle a été violée, ça va être un nouveau traumatisme. Le ministère de l'Éducation nationale a tout à fait conscience de la nécessité de la formation des assistantes sociales scolaires, des infirmières scolaires, des médecins scolaires. Et bien sûr, nous allons travailler dans ce sens.